Petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Le duel Macron-Le Pen, la bataille des retraites, la stratégie Macron pour séduire les mélenchonistes, notamment les thèmes de la campagne, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. L'annonce d'abord d'Emmanuel Macron hier soir de revoir éventuellement la réforme des retraites. C'est un petit coup de barre à gauche, c'est ça ? Déjà, la première chose, c'est que le président de la République, parce qu'il est président et parce qu'il souhaite le rester, doit continuer à convaincre et à rassembler les Français. Et donc, sur la question de la réforme des retraites, il dit deux choses. Un, la détermination est intacte. On sait qu'on a besoin de transformer notre système de retraite pour sauver notre modèle de protection sociale et donc notre système par répartition. Pour permettre aussi d'avoir cette retraite minimale à 1100 € pour tous les Français, parce qu'on sait bien qu'on a encore trop de retraités qui sont fragilisés au moment où ils arrivent à la retraite. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, c'est comment on y arrive, quelles sont les étapes. Et c'est ça que le président de la République a dit hier. S'il faut une concertation plus large, s'il faut revoir la temporalité qui permette d'arriver à 64 et 65 ans, alors cette négociation, elle doit évidemment pouvoir s'ouvrir dans le dialogue. Bon, d'accord. Donc c'est de la souplesse pour, en même temps, on est en période électorale, donc pour ne pas froisser tout le monde. Non, c'est démontrer. C'est d'abord démontrer qu'on est déterminé. Déjà, ça fait 5 ans qu'il est là au pouvoir et il n'avait pas mené cette réforme. Mais sur les régimes spéciaux, on a commencé. C'est vrai. Sur les régimes spéciaux pour la SNCF, tout le monde nous disait c'est impossible. Peut-être que tout le monde a oublié que ça a été fait parce qu'on a réussi justement à mener cette réforme. Mais ça a été conduit sur les régimes spéciaux de retraite de la SNCF. Donc ça veut dire que quand on est déterminé, on peut aller au bout d'une réforme, même si on sait qu'elle est difficile. On l'a démontré sur ce sujet, comme sur l'assurance chômage, comme sur le droit du travail, comme sur un certain nombre d'autres sujets. Mais oui, on est là pour rassembler, pour convaincre. Moi, je préfère qu'on conduise cette réforme à son terme, quitte peut-être à revoir son rythme, pour sauver encore une fois notre système de retraite, plutôt que de prendre le risque de dire voilà, c'est un dogme, on est inflexible, on bougera pas. Ouais. La vraie différence par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'elle est dans une arnaque très claire sur le système de retraite aujourd'hui. Elle vous dit braves gens, dormez tranquille, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'elle va à 62 ans, elle propose la retraite à 62 ans. Non seulement 62 ans. C'est ça. Et initialement c'était 60 ans et maintenant c'est 62 ans. C'est pas exactement ça qu'elle dit. Oui, c'est 62 ans, mais pour un certain nombre de Français, ce sera même 60 progressif, ans. Oui. Ce sera même 60 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous les pays européens, y compris sociodémocrates, socialistes, écologistes, qui font en sorte, pour sauver leur système par répartition, leur système de retraite, d'être à 65, pour certains même 67 ans. C'est pas ce qu'on propose. Oui. Elle dit carrément, c'est de l'arnaque, c'est un mensonge. Elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas, mais elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas le financer. Mais Emmanuel Macron va le proposer également pour certaines professions où il y a de la pénibilité. Finalement, c'est la même chose. Non, ça n'est pas la même chose de dire ce sera 62 ans pour tout le monde. Là où nous, on dit il faut évidemment qu'on puisse prolonger un peu si on veut continuer à financer notre système et à faire en sorte que personne ne parte avec moins de 1100 €, et de dire carrément, en plus, il y a un petit bonus, ce sera carrément 60 ans pour un certain nombre de Français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit demain, il y aura de l'impôt déguisé, elle le dit pas, mais elle augmentera les impôts pour le financer, soit, je le dis aux retraités, elle baissera les pensions de retraite pour le financer. C'est pas ce qu'elle a promis. Mais elle n'a pas dit comment elle le finançait. Comme la plupart d'ailleurs de ses propositions, on ne sait pas comment elle les finance. Si on rentre dans les détails, évidemment, 50 milliards par an, 50 milliards par an de dépenses. Aurore Berger, pardon, 50 milliards d'euros par an pour Emmanuel Macron, 68 milliards. Ce sont les chiffrages pour Marine Le Pen. C'est vrai, un peu dans chaque programme, quand on regarde, il y a des incertitudes sur le financement, même pour votre candidat, puisqu'il s'appuie sur une croissance qui doit être forte. Or, qui est forte. Oui. Qui est forte aujourd'hui, de manière très claire. Et qui est forte pourquoi ? Qui est forte pourquoi ? Pourquoi on a une reprise économique qui est intense ? Parce qu'on a assumé, pendant la crise, de ne pas lâcher les Français. Parce qu'on a assumé de faire de l'activité partielle. Parce qu'on a assumé un quoi qu'il en coûte, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas... Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait... Avec un remboursement qui est prévu après le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2026. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte ? On n'aurait pas le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, on aurait au contraire une explosion du chômage. Ça nous coûterait socialement, ça nous coûterait, j'allais dire même moralement, mais ça nous coûterait aussi économiquement de devoir évidemment soutenir tous les Français au chômage. Ça nous coûterait des faillites d'entreprises en cascade, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez vu, ça reprend là en fait, 10 000 faillites, quoi, alors que évidemment il y avait eu... On a un rythme qui est bien moins important qu'avant même la crise. Ça, c'est vrai. Qu'avant même la crise, et on a même recréé de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut dire en français. On a réussi à faire en sorte que celles et ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi retrouvent une activité professionnelle. Et c'est ça que veulent les Français. Personne n'a envie de vivre de minima sociaux. Les Français veulent travailler. Et c'est ça qu'on a permis dans le quinquennat. Et c'est ça qu'on doit continuer à permettre dans le prochain. Aurore Berger, sur le rassemblement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le chef de l'État veut rassembler. Hier, il est allé en fait
fait à Denain. Il a été questionné sur je vais emmerder les non-vaccinés, etc. Alors il a répondu, il était un petit peu embêté en fait, gêné aux entournures. Il a dit bon, c'était affectueux. C'était vraiment affectueux à l'époque. Déjà, il est allé à Denain, c'est-à-dire il a fait le choix pour son premier déplacement d'aller dans une ville qui n'a pas voté pour lui. Oui. Marine Le Pen, elle fait l'inverse. Elle ne va que dans les villes qui ont voté pour elle au premier tour. On verra la suite. Écoutez, non, mais on verra la suite. Elle était dans Lyon. Le premier jour, c'était très caractéristique. Oui. C'était très caractéristique. Donc ça veut dire qu'il fait le choix d'aller au contact des Français qui ne sont pas aujourd'hui convaincus par notre candidature et par notre projet. C'est ça, vouloir rassembler les Français. C'est d'abord aller parler, pas à ses partisans, pas à ses militants, pas à ses sympathisants. C'est aller convaincre ceux qui ne sont pas déjà des convaincus. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, il y a parfois de la friction, il y a parfois du débat. Et d'ailleurs, dans l'échange que vous mentionnez, il est resté plus de 20 minutes avec cette personne. Donc il n'a pas juste dit, vous avez raison, allez, je passe à la prochaine personne et on enchaîne. Parce que certains se seraient, à mon avis, contentés de ça, lui faire un gentil sourire, dire merci madame pour cet échange, et puis aurait enchaîné. Oui. Lui, il est resté, il a essayé de la convaincre. J'ai vu quand même quelques témoignages en disant il manquait d'empathie, le chef de l'État. Est-ce qu'il faut qu'il change un peu pendant cette campagne ? Déjà, on ne peut pas changer, je pense, qui on est. Mais le président de la République, il est évidemment empathique, il est sincère dans ce qu'il dit aux Français, parce qu'on peut éprouver ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pendant 5 ans. On peut voir concrètement qu'il a jamais menti aux Français, qu'il les a pas arnaqués sur son projet, qu'il les a jamais arnaqués sur son projet. Que quand il a dit voilà quelle réforme je vais mener et qu'il l'a menée, c'est ça qui s'est passé pour le pays. Il y a des réformes qu'il n'a pas menées, quoi. Alors après, il y a des circonstances ou pas, mais en tout cas, il n'a pas mené toutes les réformes. Non, mais il n'y a pas eu d'arnaque, il n'y a pas eu de mensonge aux Français. Il a voulu tout annoncé avant pour faire au maximum après. Et c'est ce qu'il a réussi à conduire. Quelles étaient les annonces avant 2017 ? Il n'y avait pas un programme Il y avait tout le programme. Il y avait les retraites. Vous savez, le programme, il est encore en ligne aujourd'hui, le programme de 2017. Bien sûr, vous pouvez encore le consulter. Il y avait la réforme du droit du travail, on l'a fait. Il y avait la réforme de la SNCF sur les régimes spéciaux, on l'a fait. Il y avait la réforme sur la moralisation de la vie politique et plus de transparence pour la vie politique, on l'a fait. Il y avait la fin de l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays, on l'a fait. Non, pas encore. La fin dans le pays, en France, bien sûr. Oui, en France, mais après sur le changement. Non, bien sûr. Une loi, elle se fait pour notre pays. Résultat, on n'a plus d'hydrocarbures aujourd'hui. En fait, on a des prix. Je pense qu'on a fait le bon choix écologique de dire que oui, on ne devait plus en France continuer à utiliser et à exploiter des hydrocarbures. Bref, la taxe d'habitation, il avait promis. Et aujourd'hui, les taxes foncières augmentent dans toutes les communes. Vous avez vu, parce que ces communes aussi sont endettées. Non, mais attendez. Ça, il faut gentiment confronter. Oui. Enfin, il faut confronter dans ces cas-là celles et ceux qui font le choix d'augmenter la taxe foncière, alors que vous pouvez demander à n'importe quelle maire, de sortir concrètement ce qu'il touche de la part de l'État. Vous verrez que c'est compensé à l'euro près. Oui, sauf que évidemment, il n'y a pas de revalorisation aussi avec l'inflation en fait actuellement. Non mais attendez, il y a en tout cas une compensation à l'euro près de la taxe d'habitation. Donc celles et ceux qui font le choix, j'entendais ce matin qu'à Strasbourg, les élus écologistes faisaient le choix d'augmenter de plus de 12% la taxe foncière. Il y a beaucoup de communes, on n'a pas une inflation aujourd'hui, il me semble, à 12%. 8% donc il y a quand même un 6, choix 8%. qui est là, un choix politique. Il faut que les communes qui font ce choix l'assument et expliquent à leurs citoyens pourquoi ils le font. Mais ils ne peuvent pas mettre ça sur le dos de la taxe d'habitation. Oui, ces 15 jours de campagne, ça va être projet contre projet ? Mais oui, et c'est ça qui est nécessaire. Et est-ce que Emmanuel Macron va mettre de nouveaux thèmes sur la table ? Mais déjà, je pense que on a eu une campagne de premier tour où on a eu du mal, en vérité, à débusquer et dire quel était le projet du Front National. Et d'ailleurs, elle a rarement été confrontée. Du Rassemblement National. Oui, Front National, le Rassemblement National. Attendez, très bien. Mais enfin, vous appelez La République En Marche ou chacun on n'a pas changé de nom. On n'a pas changé de nom pour essayer de s'adoucir ou de changer notre image. Elle porte le même projet que celui du Front National. Ah non, le même projet que celui du non, regardez, non. Elle a d'ailleurs été la dirigeante du Front National avant d'être celle du Rassemblement National. Soyez honnête, le Front National, c'était un programme qui était beaucoup plus libéral. C'est le parti aussi qu'elle a dirigé. Il était beaucoup plus libéral avant, et là, en fait, il est beaucoup plus à gauche, quoi. C'est ce que disent certains. Ça ne vous a pas échappé non plus. Ça ne vous aura pas échappé qu'elle en a été d'abord la présidente du Front National, avant de changer le nom du parti pour essayer d'en adoucir l'image. Est-ce que pour autant le projet a changé de nature ? Est-ce que la préférence nationale a été supprimée des thématiques de campagne de Marine Le Pen ? Clairement pas. Est-ce que la question européenne est devenue tout d'un coup différente ? Absolument pas. Elle le dit à mots couverts. C'est ce qui s'est passé dans cette campagne. C'est un formidable art de la dissimulation, aidé considérablement en cela par Éric Zemmour. Il a été un adoucissant de la campagne de Marine Le Pen. Il était tellement brutal dans ses propositions, tellement infréquentable sur le fond de ses idées. D'ailleurs,
Heureusement, les Français s'y sont pas trompés. Il a eu quand même 7 à 8% pour un parti où il n'y avait rien précédemment. Non, mais il me semble qu'il disait lui-même depuis le début de cette campagne, je serai la surprise et je serai au second tour et je battrai Emmanuel Macron. Oui. Il est heureusement très loin de ça, mais on a eu à cause de lui une campagne de premier tour qui a beaucoup tourné autour. Mais non, elle n'a pas changé. Pas de sortie de l'euro. Elle a revu en fait les retraites. Elle est beaucoup plus sur l'aspect en fait social. Elle n'a pas mis en évidence. Elle n'a pas mis en évidence l'immigration pendant sa campagne, pas de la même manière qu'Éric Zemmour. Elle a eu la chance d'avoir Éric Zemmour qui a fait le travail pour elle sur ces questions-là. Ouais. Et elle a juste eu à en ramasser les fruits en disant vous n'allez quand même pas choisir Éric Zemmour. Vous voyez qu'il ne peut pas de toute façon arriver au second tour. Donc vous avez intérêt à faire un vote utile d'extrême droite pour moi dès le premier. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que dans le projet qui est le sien, que vous pouvez trouver sur son site internet, ça a changé sur les enjeux d'immigration, sur les enjeux d'identité, sur les questions européennes? Absolument pas. Sur les questions écologiques, il y a rien dans son projet à part dire qu'il faut réduire les budgets sur les questions des énergies renouvelables et démonter toutes les éoliennes. Sur l'éolien. Mais même baisser les budgets sur le renouvelable. Donc à un moment, non, elle n'a pas changé de nature ou de projet. Par contre, elle nous fait croire qu'elle a changé d'image. Mais une campagne présidentielle, c'est pas juste savoir qui est le plus sympathique des deux et avec qui on a envie de boire un verre. Ça compte aussi. C'est surtout savoir à un moment quel est le projet qui sera déployé pour notre pays pour les 5 années, mais qui va surtout compter pour les 15-20 prochaines années, les réformes qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place. Mais c'est pour ça que, par exemple, elle insiste beaucoup sur le nucléaire. Vous dites, sur l'éolien, bon, je ne sais pas qui a raison sur l'éolien, mais elle encourage aussi le nucléaire, comme Emmanuel Macron. Évidemment qu'il faut encourager la filière nucléaire. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qu'on dit, et ce que disent toutes les personnes sérieuses sur ces sujets-là, sur les enjeux énergétiques, c'est qu'on doit promouvoir les deux. On doit à la fois continuer à investir sur le nucléaire, mais on doit aussi investir sur le renouvelable. Or, elle ne s'appuie que sur une des deux jambes. Donc, c'est complètement déséquilibré. Elle parle aussi de rénovation des bâtiments, donc c'est pas vrai, parce que ça passe aussi beaucoup, la transition écologique, par la rénovation des bâtiments. Vous le savez bien. C'est ce qu'on dit sur l'accompagnement des Français, 700 000 logements rénovés chaque année, parce qu'aujourd'hui... pour l'instant, les aides, c'est compliqué, en fait. Non, ma prime rénov, vous avez des centaines de milliers de Français qui en bénéficient. Vous avez déjà testé? Vous avez essayé sur Internet, ma prime rénov? Moi, j'ai pas eu besoin d'en bénéficier. Essayez, vous verrez. Je peux vous dire que beaucoup de mes concitoyens l'ont fait. Vous verrez. Non, mais attendez. Ma prime rénov, c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment, on a des Français qui sont à la fois en précarité énergétique, en gros, ils sont dans des passoires thermiques. Donc, en plus, c'est à la fois un sujet écologique, mais c'est aussi un sujet social. Ils sont en précarité et donc ils ne peuvent pas investir ces sommes. Donc, l'État leur donne les moyens de les soutenir pour qu'ils fassent les travaux. C'est un enjeu écologique. Vous savez combien, Aurore Berger, si par exemple vous voulez rouler en électrique et combien vous voulez, et si vous voulez installer des panneaux photovoltaïques par exemple sur votre maison, combien ça va coûter avec une pompe à chaleur au total? Ça dépend de la superficie de votre maison pour une pompe à chaleur. Mais sur un véhicule électrique, vous êtes entre 12 000 et 15 000 euros en moyenne sur un véhicule électrique. Alors c'est un petit, évidemment. En tout cas, aujourd'hui, un véhicule électrique, vous pouvez l'avoir. Et après, vous avez des aides et des bonus écologiques et des bonus écologiques qui peuvent exister. C'est bien au-delà de 20 000. Non, mais si vous mettez en fait les deux, vous arrivez entre 70 000 et 100 000 euros. Voilà, je vous le dis, vous pourrez regarder. Il y a peu de Français qui ont la possibilité et de faire une pompe à chaleur et de faire des panneaux photovoltaïques et de changer leur véhicule. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Notamment sur le changement des véhicules et les rénovations thermiques, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut les accompagner et que, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas du tout à la hauteur. Un regard quand même sur l'effondrement de votre ancien parti LR et Valérie Pécresse. Quel est votre regard puisque vous étiez en fait au sein des LR? Mon regard, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas quel projet ils portent pour le pays et donc les Français peuvent pas le savoir à leur place. Donc ils ont fait d'autres choix et je crois que ceux qui appartiennent comme moi à une droite qui est une droite libérale, européenne, républicaine, laïque, qui se sont tournés vers Emmanuel Macron. Ceux qui voulaient une droite identitaire, vraisemblablement, sont allés chez Éric Zemmour et peut-être qu'un certain nombre sont allés aussi dans un vote utile contestataire chez Marine Le Pen. Les partis traditionnels n'ont plus leur place. Oui. Mais c'est pas la question de partis traditionnels ou pas. Ah si, parce que il y a des partis LR plus anciens. PS, oui. De facto, il y a des partis plus anciens aussi qui ont réussi à résister dans cette campagne électorale. Ouais. La question, c'est le projet qu'on porte. Ouais. Aujourd'hui, les LR ne savent pas quel est le projet qu'ils veulent porter. Et Valérie Pécresse en a été finalement l'un des révélateurs. La question, c'est pas Valérie Pécresse. Elle n'a pas incarné une future présidente de la République. Mais elle n'a pas incarné de ligne politique. Ouais. Au-delà de la forme, on en a beaucoup parlé, de la forme sur ses meetings, etc. Mais la forme, finalement, ça peut être accessoire.
accessoire quand le fond est présent. Mais il n'y a pas eu la clarté sur le fond de la ligne politique. Et je crois que les électeurs, c'est ça qu'ils ont noté tout au long de la campagne. Et donc, progressivement, ils se sont désengagés des LR pour aller vers d'autres partis politiques, mais surtout vers d'autres candidats. Et je crois qu'ils feront la même chose au moment des législatives, parce qu'ils ont besoin, on a besoin de clarté politique. Donc les LR sont morts aussi pour les législatives, selon vous? Je crois que de toute façon, celui ou celle qui gagnera l'élection présidentielle, et je souhaite que ce soit Emmanuel Macron évidemment, aura une majorité. Parce donc que je vous crois dites que les aux Français LR, sont venez cohérents. chez nous, quoi. La porte est ouverte. Mais je le dis à tous les Français. Je dis à toutes celles et ceux qui partagent. Non, mais notamment, on parlait des LR. Là. Mais je dis à toutes celles et ceux qui partagent notre projet politique, nos convictions, notre même amour pour la France, évidemment de nous rejoindre, comme on le fait depuis 2017. Et d'ailleurs, on est les seuls à avoir continué à s'élargir. Vous savez, en général, quand on est au pouvoir, il y a plutôt des gens qui vous quittent. Nous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Personne n'est parti. On a même beaucoup de gens qui nous ont rejoints en cours de parcours et qui continuent à le faire. Regardez, par contre, on a passé une grande partie de cette campagne à commenter ceux qui partaient de tel parti pour aller vers tel autre, etc. Nous, on est les seuls à être restés attractifs, où non seulement personne ne nous a quittés, mais on nous a à l'Assemblée nationale, mais il n'y en a pas eu énormément. Pendant la campagne, personne. Vous serez candidate aux législatives? Moi, j'enjambe pas l'élection présidentielle. Donc moi, je considère que mon travail aujourd'hui, c'est de faire que le président de la République soit réélu. Merci. Aurore Berger était l'invitée de Sud Radio.